La leçon que j'en tire, c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre. Bon, nous ne vivons pas dans des démocraties, nous vivons dans des États autoritaires. Pour échanger, les nuits de boutistes ont inventé leur propre code, une assemblée générale quotidienne, un modérateur tiré au sort tous les soirs. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est votre planète qui a besoin d'un plan de relance. Il y a des brèches, et ce qui est plus intéressant, c'est que ces brèches arrivent quelquefois là où on ne les attend pas. Bonjour Jacques Rancière. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors Jacques Rancière, vous êtes un auteur atypique de la pensée critique, un penseur incontournable de la question démocratique, dont on va beaucoup parler dans le cadre de cet entretien, et un des rares philosophes aussi à articuler esthétique et politique. Alors, vous êtes aujourd'hui professeur honoraire à l'Université Paris 8, anciennement Université de Vincennes, où vous vous êtes familiarisé à la philosophie et à la politique auprès de Louis Althusser, qui, selon la formule consacrée, était le maître à penser de toute une génération d'intellectuels engagés, mais dont vous vous êtes émancipé pour forger vous-même une pensée singulière de l'émancipation. Le terme d'émancipation, d'ailleurs, va constituer un axe important de notre entretien, parce que derrière votre pensée qui embrasse tant de sujets ou motifs que nous allons évoquer, l'égalité des intelligences, la réinvention du politique, le partage du sensible, il y a chez vous une préoccupation principale, rendre l'émancipation possible pour toutes et tous. Alors, vos ouvrages, Jacques Rancière, je ne vais pas tous les citer, mais beaucoup vont servir d'appui à notre échange. Je pense à La haine de la démocratie, aux 30 Inglorieuses, à La nuit des prolétaires, jusqu'au Voyage de l'art, votre dernier livre que vous faites paraître aux éditions du Seuil, dans la collection La librairie du XXIe siècle. Eh bien, tous vos ouvrages déploient une réflexion particulièrement stimulante, éclairante, qui nous permet autant de nous insérer que de prendre du recul sur les événements dont nous sommes les contemporains. Alors avec vous, dont les travaux renvoient les démocraties à leur réalité illusoire, à leur simulacre, interrogent le lien qu'elles ont avec leur propre nom, j'aimerais, pour commencer, faire, disons, un état des lieux démocratique évidemment non exhaustif, en partant de situations irréductibles les unes aux autres, mais qui disent sans doute quelque chose de l'époque. Alors, il y a la situation démocratique française, avec un gouvernement dont vous dénoncez de longue date le tournant autoritaire, accompagnant sa destruction acharnée des droits sociaux, de la réforme des retraites jusqu'à plus récemment celle du RSA, autant que des mouvements de lutte sociale. Il y a celle d'Israël, avec à sa tête un gouvernement qui se prévaut de son statut de démocratie pour, en réponse aux atrocités, aux attaques commises par le Hamas le 7 octobre dernier, assortir le siège de la bande de Gaza de bombardements massifs de sa population, avec les conséquences humanitaires désastreuses que l'on sait. Enfin, celle de l'Argentine, qui vient de porter démocratiquement à sa tête une figure politique qui semble constituer la parfaite antithèse de l'esprit démocratique, ou, pour le dire autrement, qui pourrait être la synthèse de ce que vous dénonciez dans La haine de la démocratie. Alors, Jacques Rancière, qu'est-ce que cette scène dit de notre époque ? Ou plus simplement, pour reprendre le titre d'un de vos livres, en quel temps vivons-nous ? Disons que nous sommes dans un temps qui est marqué par la dictature du capital, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu la fameuse dictature du prolétariat, mais en revanche, on a, disons, on peut le dire, la dictature du capital, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est organisé, on peut dire, dans un quasiment totalité, finalement, par la loi du profit. Ce qui caractérise, je pense, notre époque, et ce qu'on a, à mon avis, très, très, très mal nommé du nom équivoque de néolibéralisme, c'est ça. C'est finalement que toutes les formes de la vie doivent être soumises à la loi du profit. Alors, il y a des gens qui pensent que la loi du profit, ça veut dire la loi du laisser-aller, donc en même temps, tout le monde est content, etc. Or, non, d'une certaine façon, c'est le contraire. C'est-à-dire que cette dictature de la loi du profit s'accompagne d'un renforcement, on peut dire, de toutes les formes d'autorité. Et on voit bien aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de l'Argentine, contrairement à ce que laissent entendre des notions ambiguës comme populisme, par exemple, le nouveau président argentin est vraiment, on peut dire, l'homme du capital. Il est là pour faire appliquer, disons, comme ça n'a encore jamais été dans ce pays, la pure dictature du capital. Il y a des formes aussi d'autorité qui sont plus ou moins décrochées par rapport à ça. Il est bien
bien, vous citez le cas d'Israël, qui est évidemment un cas tout à fait particulier, parce que ce qui est en jeu, effectivement, ce n'est pas d'imposer la loi du capital aux Palestiniens, mais c'est en revanche, malgré tout, de poursuivre ce qui est un processus qui est depuis longtemps en cours, à savoir, la colonisation de la terre palestinienne, dont la négation de l'existence même du peuple palestinien, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même aujourd'hui la façon dont toutes les formes d'autorité, en quelque sorte, toutes les formes de dictature, on peut le dire, ou d'autorité renforcée, se trouvent actuellement converger. Et d'une certaine façon, ce qui est intéressant, c'est le rôle que joue maintenant le gouvernement israélien dans l'imaginaire mondial. Il prend exemple de modèle parce que, c'est un pays qui ne recule pas devant une entreprise coloniale, radicale aujourd'hui. Voilà, à mon avis, un petit peu, on peut dire, de l'état actuel du monde, et je pense qu'il faut justement décrocher de l'idée, disons, de démocratie. C'est-à-dire que si démocratie existe quelque part, ce n'est évidemment pas là, et par conséquent, à mon avis, c'est mal poser le problème que de dire qu'est-ce qui arrive à nos démocraties. Je pense que l'expression même « nos démocraties », pour désigner effectivement un certain mode de fonctionnement du gouvernement, est tout à fait trompeur, aussi trompeur à sa manière que, par exemple, celui de néolibéralisme, si vous voulez. Nous ne vivons pas dans des démocraties, nous vivons dans des États autoritaires. Un État autoritaire peut parfaitement fonctionner avec le suffrage universel. Le suffrage universel, on veut que ça soit l'expression de la démocratie. Mais non. D'abord, la démocratie, ce n'est pas une forme de gouvernement, ce n'est pas une forme d'institution. La démocratie, c'est une pratique. La démocratie, c'est la pratique, disons, des égaux en tant qu'égaux. Alors, il arrive quelquefois que ça coïncide, c'est arrivé très rarement dans l'histoire, avec certaines formes d'organisation de communautés politiques, mais c'est extrêmement rare. Et en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire d'opérer une distinction un petit peu radicale entre l'idée de démocratie et la forme de gouvernement et les formes d'autorité qui s'exercent dans nos pays. Oui, alors d'ailleurs, vous avez cette formule pour dire nos prétendues démocraties sont des oligarchies. On va développer cette idée très précise que vous avez de la démocratie. Mais avant, je voulais qu'on s'arrête un petit peu sur cet ouvrage, Les 30 Inglorieuses. Vous proposez, dans cet ouvrage qui réunit des interventions politiques de 91 à 2021, une somme vraiment de réflexion indispensable pour comprendre, il me semble en tout cas, les enjeux de l'époque. Cette période qui court de 91 jusqu'à aujourd'hui, vous la qualifiez comme une période de grand retournement idéologique. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce grand retournement idéologique ? Disons que cette période, je l'ai commencé au moment des débuts des années 90, parce qu'effectivement, c'est le moment de la chute de l'Empire soviétique, c'est le moment où se développent ces thèses de la fin de l'histoire, l'idée que la démocratie règne partout. Or, on voit bien que ce qui s'est passé depuis, c'est précisément tout à fait le contraire. C'est-à-dire que depuis 30 ou 40 ans, on est effectivement sous l'empire d'une double révolution ou contre-révolution, si on peut dire. Il y a effectivement, on peut dire, la forme de révolution qui s'est opérée à la fin des années 70, au début des années 80, notamment avec évidemment des figures comme celle de Margaret Thatcher, c'est-à-dire proprement disons la tentative de liquidation de toutes les formes de résistance sociale, de loi sociale, disons la destruction systématique de tout ce qui fait obstacle à la pure loi du profit, quoi. Donc cette révolution, ou contre-révolution. Et puis, disons, ce qui est intéressant, c'est la manière dont ça a été accompagné par ce qu'on peut appeler proprement une contre-révolution intellectuelle. Alors, ce qui a été quand même frappant dans toute cette période, c'est non seulement la manière, pas tellement la manière finalement dont toutes les formes d'autorité se sont renforcées, et elles se sont renforcées, parce que si on pense, en 68, on dénonçait l'État policier, mais ça c'était rien, l'État policier en 68 en France par rapport à ce qu'il est maintenant, quoi. Mais aussi, ce qui est important, c'est la façon dont cette contre-révolution, qui est aussi au niveau des institutions politiques, s'est accompagnée d'une contre-révolution intellectuelle qui a eu évidemment la spécificité, on peut dire, de s'appuyer pour les retourner sur toutes les valeurs qui étaient traditionnellement associées à, disons, la gauche, le progressisme, le socialisme, et ainsi de suite. Et on a vu se trouver retourner, on peut précisément, c'est-à-dire que petit à petit, on peut penser par exemple à ce qui se passait déjà dans les années 80 avec l'ouvrage de François Furet sur la Révolution française, a été un peu comme le symbole finalement
finalement, bon, il n'y avait plus désormais la bonne révolution démocratique contre la vilaine, disons, révolution totalitaire. Non, disons, l'idée même de révolution devenait douteuse. Et puis alors, tout un peu s'est transformé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu cette espèce de retournement, bien sûr, de la notion de laïcité, le fait que, disons, une notion qui traditionnellement voulait dire simplement la neutralité de l'État, ce qui voulait dire que finalement chacun, disons, avait sa religion. L'État ne s'en occupait pas, l'État ne subventionnait aucune religion, l'État n'enseignait aucune religion. Point. C'était ça la laïcité. Et puis tout d'un coup, c'est devenu complètement autre chose, la laïcité, c'est-à-dire que c'est devenu une obligation morale faite aux individus d'adopter certains types de comportements et même certains types de vêtements. C'est-à-dire que on a transformé ce qui était une sorte finalement de règle de fonctionnement de l'État en une espèce de devoir moral des individus. Devoir moral des individus qui était donc supposé fondé sur une espèce d'universalisme, mais bien évidemment cet universalisme ne s'appliquait qu'à une catégorie tout à fait particulière. C'est-à-dire que, il est clair que toutes les lois qui ont été votées au nom de l'universel, et au nom de l'égalité, au nom du féminisme, ne s'adressaient particulièrement, ne visaient finalement et ne réprimaient qu'une catégorie particulière, à savoir les filles et les femmes d'une religion déterminée en France. Bon, il y a eu ça. Il y a eu aussi l'espèce de retournement un petit peu aussi de toutes les luttes anticolonialistes, de toutes les luttes antifascistes. Bon, si on peut penser aussi à retournement par rapport même simplement à la résistance. Finalement, à un moment donné, la résistance n'existait plus que par les femmes tondues, par exemple. Et est-ce que vous inscrivez dans ce sillage la lutte contre l'antisémitisme, par exemple ? Qu'est-ce que, par rapport à la marche qu'il y a eu pour la République et contre l'antisémitisme, qui a achevé, on va dire, la normalisation du Rassemblement national dans le champ républicain ? Je pense que c'est tout à fait clair. C'est-à-dire que cette idée de République, si vous voulez, qui a été au départ donc une espèce de condensé des valeurs progressistes, de gauche, etc., a été complètement retournée. C'est-à-dire que l'idéal républicain est devenu proprement, on peut dire, l'idéologie officielle actuelle en France. C'est-à-dire, au fond, cette idéologie qui a été forgée par des gens qui venaient de la gauche, qui continuent à se réclamer de valeurs de la gauche, et proprement l'idéologie qui a permis au fond une sorte d'hégémonie culturelle, regroupant la droite et l'extrême droite, et disons tirant, on peut dire, une très large partie de l'ancienne gauche, à sa suite, quoi. C'est-à-dire que et dans ce cadre, bien sûr, que l'antisémitisme, dans le temps, était associé, précisément à des valeurs égalitaires, antiracistes, etc. On voit bien que dans la récente manifestation, la lutte contre l'antisémitisme, a été proprement, associée à au fond un soutien au gouvernement israélien, c'est-à-dire un soutien à une entreprise, qui est une entreprise de colonisation. Il y a ce qui s'est passé, il y a cette espèce d'opération atroce du Hamas. Ça c'est une chose qui compte dans la situation. Maintenant, ça s'inscrit dans une situation où on peut dire que il y a un État qui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, systématiquement entreprend, d'annexer un territoire qui ne lui appartient pas et de marginaliser les populations qui vivent sur ce territoire. Alors, vous analysez très précisément dans ce livre les causes de la dérive par lesquelles les thèses de l'extrême droite ont contaminé l'ensemble de la classe politique. Et vous dites, contre toutes les idées reçues, le racisme est une passion d'en haut. On parle beaucoup de racisme populaire, mais vous dites non, c'est vraiment quelque chose qui contamine d'une certaine manière. Elle est l'intelligentsia qui se revendique, comme vous venez de le dire, d'une intelligentsia de gauche, laïque, et la classe politique dans son ensemble. On voit bien que y a la manière dont a fonctionné finalement le ralliement progressif de l'opinion dite libérale, républicaine, démocratique aux idées de l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est parti effectivement de l'idée, oui, le racisme, c'est une passion de petites gens, de pauvres types qui sont un peu paumés, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur repère d'idéologie, qui ont perdu le PCF, les syndicats, la grande communauté populaire, et qui maintenant, développent des idées racistes, etc. Alors, moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est la manière dont, finalement, cette idée qu'il fallait lutter
lutter contre un racisme dit populaire a été une manière, en fait, je dirais, de construire effectivement quelque chose comme un racisme d'en haut, un racisme des gouvernements, un racisme des intellectuels, sous prétexte de lutter contre quoi? Contre une espèce de point d'identification. C'est-à-dire qu'on a fait un point d'identification. Le Front National, devenu Rassemblement National, censé en quelque sorte représenter cette espèce de mauvais peuple d'en bas, un peu ignorant, un peu brutal, un peu primitif, quoi. Et là-dessus, qu'est-ce qu'a fait par exemple le gouvernement? Le gouvernement a créé comme ça a fait adopter toute une série de lois. Alors ces lois, disons l'argument, c'était comme on va faire des lois pour limiter l'immigration, comme ça, on enlèvera au racisme, c'est en quelque sorte ces prétextes, etc. Alors, mais qu'est-ce que font ces lois? Ces lois, il est bien évident qu'elles sont tout à fait, inopérantes, en tant que régulation de l'immigration. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont, en quelque sorte, constitué véritablement, elles ont donné corps à justement une vision de l'étranger, à une vision de l'autre comme un intrus, comme une menace. Puis il y a eu le moment où ça s'est en quelque sorte conjoint avec la menace religieuse, l'islamisme, ainsi de suite. Et donc voilà, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait toute une série de lois qui étaient ce que j'appellerais des lois idéologiques. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, on fait des lois qui n'ont pas tellement fonction, de régler les conflits de la communauté, mais qui ont vraiment fonction en quelque sorte de désigner des coupables, de désigner des gens qui sont à la marge, de désigner des ennemis, de stigmatiser. Et évidemment, toutes les lois, loi sur le voile, même les lois pour conforter les principes républicains. Voilà, ce sont d'abord des lois idéologiques, c'est-à-dire qui renforcent en quelque sorte la vision d'une partie de la population comme, au fond, des gens qui sont à éliminer ou en tout cas qui sont, effectivement, à tenir à l'écart. Voilà, il y a eu ce rôle des gouvernements sous prétexte de lutter contre le racisme. Il y a eu ce rôle, bien sûr, ce rôle de toute une partie de cette intelligentsia dite républicaine qui évidemment, a pris pour principe, on défend l'universalisme contre le communautarisme. Et à partir de là, il y a eu effectivement cette mobilisation dont on a déjà parlé tout à l'heure, de toute une fraction de l'intelligentsia qui petit à petit, comme ça, au fond, a dérivé. C'est-à-dire que ce qui, au départ, était, par exemple, si on pense au problème de l'enseignement, l'émancipation par le savoir, est devenu tout à fait autre chose, à savoir la règle, au fond, d'un certain type d'État, d'un certain type de société qu'il faut imposer à tout le monde. Vous responsabilisez effectivement les intellectuels dans ce contexte. Pour ce qui concerne la classe politique, vous dites cette formule, ils opposent un racisme propre à un racisme supposé sale de l'extrême droite, tel que vous venez de le définir. J'aimerais qu'on essaye de comprendre aussi comment ce grand retournement, tel que vous le définissez, affecte aussi l'histoire de l'émancipation en France. Avant cela, peut-être un petit détour par ce qui est en train de se passer en ce moment dans ce contexte-là. Comment vous comprenez, comment vous analysez les mouvements dits d'ultra-droite qui semblent être en pleine expansion, en tout cas qui passent à une forme d'action violente dans les rues de Lyon et de Navarre, j'ai envie de dire. Dans ce tableau-là, comment vous l'analysez ? Je ne connais pas bien, si vous voulez, les groupes en question, leur fonctionnement. Par conséquent, je n'ai pas grand-chose à en dire en particulier. Mais je veux dire que, il y a une espèce de possibilisation, si vous voulez, qui a été effectivement créée et par les mesures des gouvernements et par leurs décisions, par toute cette espèce de retournement intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient considérées en quelque sorte comme véritablement interdites à une certaine époque. Maintenant, ce sont possibles. Et à partir du moment où, malgré tous les héritiers du pétinisme deviennent en quelque sorte des champions de la lutte contre l'antisémitisme, on voit bien que tout est possible et que par conséquent, disons des fragments, peut-être pas très importants, si vous voulez, c'est ces types de groupes d'extrême droite traditionnels ou néo-traditionnalistes. Mais ce qui est important, effectivement, c'est plutôt qu'ils sont des symboles d'une situation, d'une certaine façon, disons, du côté du racisme, du côté de l'extrême droite, plus rien, en quelque sorte, n'est proscrit. Ce grand retournement, tel que vous le définissez, affecte très fortement en France aussi l'histoire de l'émancipation. On le voit avec l'usage systématique du point de vue législatif, par exemple, du 49.3. Le 19e a été très récemment actionné pour faire
passer des réformes impopulaires, la répression policière féroce qui s'abat sur les jeunes des quartiers, les gilets jaunes dont on vient de célébrer le 5e anniversaire, ou plus récemment la criminalisation des mouvements écologistes et identifiés à des écoterroristes. Donc c'est une séquence très très particulière que nous sommes en train de vivre, parce que ça atteste vraiment disons, de l'acharnement d'un pouvoir d'État sur toute forme d'expression démocratique pour le coup. Comment vous situez ça? Il faut bien voir qu'un pouvoir d'État, ce n'est pas simplement, disons, une sorte de bras armé, mais un pouvoir d'État, c'est aussi une force qui organise un certain type de monde commun, quoi. Un certain type de monde commun où il y a finalement, en quelque sorte, des situations, des données objectives qui, bien sûr, font que ce que fait le gouvernement est la seule chose possible et raisonnable, et qui, du même coup, effectivement, tendent à marginaliser et finalement, on peut dire, à criminaliser tout ce qui n'entre pas dans ce jeu-là. Bon, si on prend par exemple même si vous voulez, la question des grèves avec séquestration, quoi. Bon, c'était une donnée en quelque sorte de la situation il y a 50 ans, quoi. Aujourd'hui, c'est une forme de terrorisme. Toute forme d'action en quelque sorte qui n'entre pas dans les cadres légaux et devient du terrorisme. Bon, la politique, on peut dire, a vécu quand même dans l'écart en quelque sorte entre légalité et légitimité. Et pendant très très longtemps, au fond, je veux dire que nos gouvernements, notre patronat, enfin toutes nos forces dirigeantes étaient obligés d'accepter en quelque sorte le fait que leurs adversaires débordaient le cadre de la légalité pour imposer ce qu'ils considéraient comme juste, quoi. Enfin, en tout cas pour le faire valoir. Or, il est bien évident que ça, c'est l'époque effectivement qui est finie. Et désormais, ou bien on entre dans le strict cadre, disons, des lois fixées par l'État, puisque maintenant c'est quand même l'État qui fait les lois et même plus le Parlement. Ce que vous appelez l'ordre consensuel. Oui, disons tout ce qui effectivement déborde de cela, effectivement devient criminel ou criminalisable, bien sûr. Même si vous constatez que ce simulacre de démocratie finit par devenir une arme contre les mouvements réellement émancipateurs, vous restez optimiste. Et j'aimerais bien qu'on dise un mot de cette possibilité d'interruption. Vous parlez d'interruption. Les mouvements qui interrompent cet ordre dont vous venez de parler sont toujours là. Enfin, ils peuvent émerger à tout moment. Ouais, je veux dire que, d'un côté, effectivement, on constate qu'il y a tout un appareil législatif, toute une série de pratiques d'État, d'idéologies qui les accompagnent, qui tendent effectivement à criminaliser toute forme d'écart. Et en même temps, ces écarts existent. Alors, quand on dit que je suis optimiste, je ne suis pas particulièrement optimiste de caractère, simplement, je constate qu'effectivement, il y a des brèches. Et que ce qui est plus intéressant, c'est que ces brèches arrivent quelquefois là où on ne les attend pas. Ce qui était intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est précisément que tout d'un coup, on voit en quelque sorte cette espèce de brèche, d'écart par rapport à ce qu'on appelle le jeu politique, qui est pratiqué par des gens dont on pensait que précisément ils étaient complètement intégrés, qu'ils ne s'occupaient que de leur boulot, de leur famille, de leur petit pavillon, et ainsi de suite, quoi. Or, on voit tout d'un coup ces gens-là qui, à la fois, reprennent des formes qui étaient plutôt celles, finalement, des étudiants gauchistes, pour le dire vite, et en même temps inventent aussi d'autres formes d'interruption. La fameuse affaire des ronds-points, quoi. Il y avait une très belle inscription, disons, à l'époque, je ne sais plus très bien sur quel mur, qui disait « Enfin, les ronds-points servent à quelque chose », quoi. Et en un sens, c'est ça, la politique. C'est-à-dire qu'on fait servir un espace, un lieu, à autre chose que son usage normal. À une époque, c'était plus traditionnel, quoi. Il y avait les manifs, voilà, à jour fixe, préfecture de police prévenue, encadrement, etc., etc. Et puis, il y a eu cette époque où, tout d'un coup, il y a eu d'autres occupations, effectivement, de l'espace, de la circulation. Ça a été les mouvements des places, ça a été les mouvements Occupy, ça a été les gilets jaunes chez nous. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, de fait, disons, des forces qui se créent et qui ne sont pas justement simplement les vieilles forces un peu essoufflées. Les vieilles forces essoufflées, quelquefois, cherchent à récupérer ça, d'accord. Mais elles n'en sont pas l'origine. Donc voilà, je dirais on peut être optimiste, aussi longtemps qu'on constate qu'effectivement, l'hégémonie n'arrive pas à s'imposer malgré toute la puissance qu'elle se donne par les lois, par la police, par les médias, par les relais intellectuels et autres. Et là, on en arrive à cette définition tellement particulière que vous faites de la démocratie. Vous dites
qui en fait un scandale et un antidote puissant. Vous dites la démocratie, donc comme vous l'aviez dit en préambule, ce n'est pas une institution, c'est une pratique, c'est un pouvoir d'agir. C'est le pouvoir spécifiquement exercé par ceux qui n'ont aucune qualité spécifique à exercer le pouvoir. J'aimerais ici qu'on s'arrête sur cette notion clé sur laquelle repose votre définition de la démocratie, qui est celle de l'égalité des intelligences, que vous reprenez à un pédagogue qui s'appelle Joseph Jacotot. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par là ? Égalité des intelligences, ça n'est évidemment pas une loi scientifique, disons, qui serait fondée sur le fait que on aurait mesuré, et puis qu'on aurait trouvé que finalement tout ça est à peu près égal. Précisément, disons, l'idée d'égalité des intelligences n'est pas l'idée d'une espèce de mesure, si vous voulez. Et je crois que c'est une idée pour moi très importante. L'égalité n'est pas une mesure. L'égalité, finalement, est à la fois une présupposition et un ensemble de pratiques pour vérifier cette présupposition. C'est-à-dire qu'on ne dit pas toutes les intelligences sont égales, on dit éventuellement j'ai eu l'occasion de constater une série de circonstances dans lesquelles effectivement on a vu que les gens supposés incompétents, les gens supposés ne pas comprendre, comprenaient très bien et étaient parfaitement compétents. Donc voilà, et font l'égalité des intelligences, ça veut dire c'est une présupposition, il y a un pouvoir qui appartient à tous. Qui appartient à tous précisément parce qu'il est le pouvoir des gens qui n'ont pas de capacité particulière. C'est ça au départ que ça veut dire la démocratie. Le démos, c'est pas le peuple, c'est pas la population. Non, le démos, c'est proprement les gens qui sont rien. Les gens qui n'ont aucune qualité particulière. Et disons, traditionnellement, le pouvoir appartient aux gens qui ont une supériorité qui existe, voilà, et qui en quelque sorte se confirme dans l'exercice. Non, au départ, le démos, disons, le pouvoir du démos, c'est le pouvoir des gens qui n'ont aucune qualité pour exercer le pouvoir. Simplement, il faut bien voir que ce pouvoir, ça n'est pas justement simplement le pouvoir au sens où on l'entend, c'est à savoir le pouvoir d'État, l'autorité. Non, disons, il y a au départ, en quelque sorte, cette espèce, au fond, d'idée que l'égalité est une puissance de construire un certain type de monde commun, quoi. Et donc, égalité et inégalité, encore une fois, c'est pas des mesures. Il y a un monde commun, qui existe, comme par exemple celui que gouverne Macron et ses ministres, quoi. Et voilà, un certain type de monde commun qui est fondé sur l'inégalité, sur le fait qu'il y a des gens qui comprennent et qui ne comprennent pas, qu'il y a effectivement une nécessité objective, la globalisation, l'évolution du monde, que sais-je. Il y a des gens qui comprennent et de toute façon, il y a qu'une seule chose à faire et il faut qu'ils la fassent. Il faut qu'ils la fassent et par conséquent, effectivement, il faut tout obstacle soit évité. Le principe du 49.3, c'est bien ça, quoi. C'est-à-dire que les gens sont incompétents, donc puisqu'ils sont incompétents, il faut absolument les empêcher d'agir, quoi. Effectivement, la démocratie est fondée sur l'idée inverse, quoi, à savoir qu'il existe une compétence qui appartient à tous. Ça ne veut pas dire qu'on considère que tous les gens sont géniaux, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire simplement, au fond, il y a la possibilité, et ça se vérifie de diverses manières, d'un monde commun qui est fondé sur l'idée qu'il n'y a pas de supériorité de capacité qui appartiennent à un groupe particulier, quoi. Alors voilà, c'est ça fondamentalement, je crois, l'idée de Jacotot, telle que je la comprends. Ça veut dire que l'égalité n'est pas un point d'arrivée, mais bel et bien un point de départ. Oui, c'est absolument essentiel, effectivement, puisque, disons, la pensée de Jacotot s'est construite, on peut dire, comme une espèce de critique du fond de l'idéologie progressiste. L'idéologie progressiste, c'est l'idée que les gens partent d'en bas, quoi. Ils partent d'en bas, et pour qu'ils arrivent à notre niveau, il va falloir drôlement trimer, quoi. Et voilà, on les guide, et petit à petit deviennent égaux à nous. C'est ce que fait le bon prof. Il explique à l'ignorant, qui sans ça ne pourrait pas comprendre. Et puis l'ignorant est censé être un jour l'égal de son maître. On sait très bien que non, il ne sera jamais l'égal de son maître. C'est-à-dire que même quand il passera sa thèse, de toute façon, il sera pas encore l'égal des gens qui forment le jury, quoi. Mais non, voilà, il y a ça, il y a cette logique-là, quoi. Et puis, encore une fois, l'inégalité n'est pas... l'égalité est un monde. Et c'est le monde dans lequel nous vivons normalement, quoi. Et ce qui fait que l'égalité, effectivement, fait toujours fonction de rupture, en quelque sorte, de contre-monde, de contre-société, de contre-pouvoir. Mais est-ce qu'on peut dire que ce qui vous a vraiment éveillé à la question démocratique, c'est votre analyse,
de la condition ouvrière, en tout cas de ce qui a donné lieu à ce livre, La nuit des prolétaires, de cette analyse de la correspondance ouvrière au XIXe siècle, je crois que c'est 1830-1840, qui vous a amené à comprendre que ce que mettaient en cause les ouvriers, ce n'était pas seulement les conditions de travail, mais c'était aussi le rapport au temps, c'était aussi la question de la pensée, du loisir. On revient à cette question d'émancipation fondamentale chez vous. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui vous a aussi éveillé à une forme très spécifique de démocratie? Oui, bon, on peut dire ça, si vous voulez. Bon, moi, dans les années d'après 68 et d'après 68, d'après le maoïsme, d'après la grande effervescence, si vous voulez, militante, gauchiste. Quand je me suis retrouvé en quelque sorte dans mon identité d'enseignant-chercheur, quoi. Donc, je me suis dit, au fond, je vais essayer de travailler sur, au fond, l'histoire de la pensée ouvrière. On a constaté autour de 68 que manifestement, il y avait un écart entre les formes de révolte, les formes de pensée ouvrière, et puis, disons, ce que le marxisme identifiait comme conscience de classe, conscience prolétarienne, application de la science, que sais-je encore. Donc voilà, je me suis dit, je vais travailler là-dessus, quoi. Simplement, travailler là-dessus, ça veut dire aussi, au départ, partir de l'idée, il y a une condition qui est dure, les gens qui se révoltent contre cette condition, qui veulent les meilleures conditions, qui veulent... Et puis, il se trouve que, j'ai compulsé pas mal d'archives, notamment les archives du mouvement saint-simonien, et notamment les archives d'un menuisier saint-simonien, Gabriel Goni, quoi. Et voilà, le premier jour où j'ai ouvert les cartons du fonds Goni, je suis tombé sur un échange de lettres entre, il y avait un ouvrier carreleur qui était entré dans la famille saint-simonienne, donc si vous voulez, qui avait construit une espèce de communauté, en principe bourgeois ouvriers, disons tous unis, si on peut dire, à Ménilmontant, tous égaux en tout cas. Et puis, disons, il y avait son copain menuisier qui lui racontait une journée sur son dimanche à la campagne, avec deux autres travailleurs saint-simoniens. Il raconte comment. Là, ils se promènent dans la campagne, il y a des descriptions de la campagne, et puis ils vont dans une auberge, et puis là, ils discutent de tas d'hypothèses métaphysiques, de poésie, et ainsi de suite. Et puis, ils rencontrent des gens à la table de l'auberge, ils commencent à les éduquer, à leur enseigner la foi saint-simonienne. Ils transforment ces hommes violents en hommes pacifiques, en hommes doux, etc. Voilà, tout d'un coup, on se trouve devant des gens qui, au lieu de discuter les formes du travail, les salaires, etc., discutent d'hypothèses métaphysiques, discutent de l'avenir du monde, disons, construisent des poésies, des philosophies, font de la poésie. Il y en a un des deux qui cite un vers de Victor Hugo qui dit « Mes jours s'en vont de rêve en rêve », et qui dit à l'autre, cette phrase-là, c'est à nous qu'elle s'applique. C'est pas celui qui l'a dit, c'est pas au poète, non, c'est à nous que ça s'applique. Voilà, donc c'est-à-dire c'est des gens qui justement ne revendiquaient pas une espèce de pensée ouvrière fondée sur la condition, le travail, etc. Non, qui revendiquaient, je dirais, fond de penser, de vivre, de percevoir, de sentir comme les autres, quoi. Et effectivement, ça a été pour moi quelque chose d'important, c'est-à-dire que l'idée effectivement que il s'agit pas simplement de protester contre une condition, dénoncer une condition, s'armer contre une condition, mais proprement de déclarer que après tout, on appartient au même monde. Et qu'est-ce qui empêche de participer au même monde ? C'est d'abord, effectivement, qu'on est relégué dans un certain type de temporalité, quoi. Et ça a été très important. J'ai appelé ce livre « La nuit des prolétaires », précisément pourquoi ? Parce que, il y a un ordre normal des choses, quoi, qui fait que on travaille le jour, la nuit, et puis la nuit, on se repose, et puis le lendemain, on recommence, etc. Puis il y a des gens qui décident de briser ça, quoi. C'est-à-dire d'occuper leur nuit à lire, à écrire, à correspondre, à se rencontrer. Voilà. Donc, il y a quelque chose, pour moi, qui était très, très, très important, à savoir penser, finalement, cet affrontement, non pas en termes de conflit de force, mais en termes de conflit de monde. C'est une manière de dire, encore une fois, que l'égalité n'est pas seulement une affaire institutionnelle, mais elle est vraiment inscrite dans l'expérience sensible du monde. Il ne s'agit pas d'être égal à l'autre, il s'agit de vivre en égaux. Et pour vivre en égaux, effectivement, il faut vivre en quelque sorte dans un type, faut se construire en tout cas un type de temps,
un type d'espace qui soit une manière de, je dirais, d'effectuation, de concrétisation de l'égalité et de la liberté qui va avec. Parce que bon, il n'y a pas l'égalité, tout c'est pareil, et puis la liberté, etc., l'individualité, non, ça c'est une blague, effectivement. Non. Voilà, donc c'est ça pour moi qui a été très important et qui était au cœur de l'idée d'émancipation. Et voilà, et c'est ce qui vous fait préférer l'idée d'émancipation à celle de domination, qui est inopérante, selon vous, du point de vue de l'analyse? Pour moi, il y a effectivement cette logique habituelle qui dit il y a la domination, les gens subissent une domination, ils dénoncent cette domination, ils se soulèvent contre cette domination. C'est-à-dire une manière toujours en quelque sorte, on peut dire en quelque sorte négative et réactive de construire ce qu'on appelle, disons effectivement les mouvements d'émancipation, quoi. Or, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est le côté entièrement affirmatif de l'émancipation. Et je pense que c'est effectivement quelque chose que j'ai ressenti très très fort, quoi, avec ces gens qui n'étaient pas là à dire là qu'est-ce qu'on est malheureux, mais qui font, disons en quelque sorte, se donner les moyens d'être heureux. Se donner les moyens d'être libres, se donner les moyens d'être égaux, se donner les moyens, effectivement, de se promener dans la campagne, de rêver, de faire de la poésie, de faire de la philosophie, que sais-je encore. Alors ça ne veut pas dire que j'ai opposé, comme certains le croient, disons simplement, cette espèce de liberté un peu intellectuelle, idéale, disons à la dure lutte des travailleurs. Non, j'ai essayé de montrer que comment les deux étaient liés, quoi. Comment il y avait un certain type d'insurrection qui n'était pas simplement la réaction à une domination, mais qui était proprement, un pouvoir propre affirmatif. Je dirais que, et ça c'est quand même ce qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui, nous prouvent tous les jours que tout ce qui arrive c'est la conséquence de la domination et que par conséquent ça sera toujours pareil, puisque de toute façon, tant qu'on n'aura pas pris le pouvoir central, donc plus personne ne sait très bien où il est, forcément ça sera toujours pareil, quoi. Et puis il y a des gens qui créent des brèches, qui créent des formes d'affirmation, des démonstrations de capacité, des démonstrations de communauté. En tout cas, on comprend là que dans votre conception, en tout cas, la politique est aussi affaire esthétique. C'est vraiment important pour comprendre aussi l'articulation de votre pensée. On a bien saisi au cœur de l'idée d'émancipation, il y a cette idée de partage du sensible, et donc une forme de porosité entre des frontières, disons, politiques et esthétiques. Un sujet central de votre dernier livre, Les Voyages de l'art, qui est un recueil donc, qui rassemble 6 thèmes ou interventions qui couvrent des objets très variés, musique, architecture, cinéma. On parle d'installations contemporaines, de théâtre. Mais par-delà les auteurs, Kant, Hegel, vous proposez des relectures vraiment très intéressantes. Et les mouvements artistiques. En tout cas, vraiment, cette idée-là, il me semble, elle est entérinée que la politique est affaire esthétique ou que l'esthétique est une affaire politique. Pour moi, la chose essentielle, c'est que précisément, il n'y a pas la politique au sens de les gouvernements, les lois, les élections, et puis l'esthétique au sens, on va visiter des musées comme ça, et ça c'est réservé pour une catégorie effectivement de gens qui sont des esthètes, quoi. L'idée que esthétique, ça veut pas d'abord dire la contemplation du beau, quoi. Que esthétique, ça veut dire ce qui touche au sensible, c'est-à-dire ce qui finalement définit une certaine manière d'exister effectivement dans un monde commun qui est éprouvé tous les jours. Donc, si vous voulez, ce que je cherche à dire, c'est que quand je dis que la politique est une affaire esthétique, ça ne veut pas dire que la politique est gouvernée par la beauté, mais ça veut dire que la politique concerne la manière dont on fait communauté, dont on appartient à un monde sensible. Ça a rapport avec la place qu'on occupe dans le monde sensible, quoi. Traditionnellement, oui, il y a des gens qui sont censés vivre comme ça dans le monde de la liberté, et puis des gens qui sont censés vivre dans le monde de la nécessité, quoi. Et la politique commence quand précisément se trouve abolie cette espèce de frontière entre les gens qui sont au fond voués à l'activité répétitive et puis les gens qui sont dans le monde du loisir, qui ont donc la capacité de voir les choses en grand, de voir les choses de manière générale, de comprendre les problèmes généraux, et ainsi de suite. Donc voilà, la politique, c'est d'abord effectivement la constitution d'un monde sensible où on dit ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas. Platon, il dit les ouvriers, les artisans, ils sont dans leur atelier, doivent y rester parce que le travail n'attend pas, quoi. Le travail n'attend pas.
bon, c'est évidemment une blague, parce que le travail, très souvent, il attend, ou on l'attend. Mais ça veut dire précisément, voilà, ils appartiennent à ce temps, et ils doivent agir en fonction de ce que ce temps autorise à un espace, et ils doivent agir par rapport à ce que cet espace autorise. Ça veut dire qu'ils doivent être dans leur atelier, ça veut dire qu'ils ne doivent pas aller à l'Assemblée, quoi, pour le dire très vite, quoi. Voilà, bon, c'est ça le partage du sensible. Et la politique, d'une certaine façon, si ça a un sens, c'est l'exercice d'un pouvoir qui remet justement en question ce partage du sensible. Donc c'est esthétique, en ce sens-là. C'est-à-dire, voilà, il y a finalement une sphère où s'exerce un pouvoir qui est le pouvoir de n'importe qui, quoi. Et comment ça se conjoint à ce qu'on appelle art et esthétique. Je pense un peu de la même manière, à savoir que il y a de la politique à partir du moment où on abolit finalement les hiérarchies qui font qu'il y a des gens qui sont destinés à gouverner, des gens qui sont destinés à être gouvernés, quoi. On peut dire, l'art existe comme une sphère, on peut dire, d'expérience partagée à partir du moment où on abolit aussi la distinction entre deux types d'art. Bon, traditionnellement, depuis l'Antiquité, il y avait effectivement deux types d'art, les arts mécaniques et les arts libéraux, quoi. Les arts mécaniques, c'est ce que font les artisans, c'est-à-dire on fait des choses utiles, et puis on est payé pour ces choses utiles, quoi. Et puis les arts libéraux, c'était les arts qui étaient destinés un petit peu au divertissement des gens qui justement n'étaient plus dans le monde de la nécessité, mais qui pouvaient jouir en quelque sorte de toutes les formes d'expérience sensible, quoi. Voilà, donc dire politique et art sont des notions qui, d'une certaine façon, telles qu'ils fonctionnent, on peut dire en gros, depuis l'époque, disons, des révolutions politiques et esthétiques, qui désignent en quelque sorte une espèce de capacité qui appartient à tous. Bon, ce qui ne veut pas dire que tout le monde va militer, ce qui ne veut pas dire que tout le monde va s'extasier devant une œuvre d'art, mais ça veut dire que finalement, il y a un certain type d'expérience sensible qui renvoie à une capacité qui n'est pas une capacité spécifiée, mais qui est une capacité qui appartient en droit à tous. C'est-à-dire que l'art peut aussi offrir une forme de contre-pouvoir. C'est ce que vous êtes... C'est-à-dire, moi, encore une fois, il ne s'agit pas tellement d'art, si vous voulez, en tant qu'elle, mais d'expérience esthétique. Et bon, effectivement, j'ai beaucoup travaillé un petit peu sur l'espèce à la fois de contemporanéité et d'opposition entre deux types de révolutions. Bon, la révolution politique française, et puis cette révolution esthétique qui se développe en particulier à travers finalement l'héritage kantien, à travers la manière dont Schiller transforme la pensée de Kant, avec l'idée d'une expérience esthétique qui est telle, parce que précisément, d'une certaine façon, toute forme de hiérarchie, disons, s'y abolit. C'est plus l'intelligence qui commande à la sensibilité, c'est plus la sensibilité qui commande à l'intelligence, mais il y a quelque chose comme une forme de neutralisation des hiérarchies. Voilà, et effectivement, ça c'est la fameuse affaire kantienne, quoi, finalement. Le beau et son concept. Le beau et son concept, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il y a pas, disons, de savoir qui permettent de définir ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent pas dire, ce qui est beau, quoi. Il y a une forme d'expérience qui est commune, et Schiller interprétant Kant, voilà quelque chose comme une espèce de fond d'égalité d'un type nouveau, qui est une égalité sensible et pas simplement une égalité de la loi ou devant la loi. Vous parlez de neutralisation des hiérarchies. On comprend aussi qu'il y a cette possibilité de reconfigurer, en tout cas le partage du sensible aussi, comme vous l'analysez notamment dans les derniers chapitres de ce texte, de reconfigurer le partage du sensible en appelant de nouveaux corps, en donnant de nouvelles voix qui ne sont pas forcément visibles. Ce qui vous fait dire peut-être que la littérature a aussi un statut très particulier dans cette idée de reconfiguration du sensible. Vous dites que la littérature bouleverse ce rapport du sensible. Qu'est-ce que vous entendez par bouleverse? Il y a quelque chose qui se passe, effectivement, encore une fois, entre la fin du XVIIIe siècle et puis la fin du XIXe, quoi, qui est l'abolition du système des belles lettres, quoi. Il y avait les belles lettres, il y avait les beaux-arts, voilà, qui fixaient à la fois en même temps des normes, mais aussi qui fixaient un partage, en quelque sorte. C'est-à-dire que les beaux-arts, les belles lettres s'adressaient à un certain type de public qui partageait certaines valeurs, voilà, et ce qui veut dire précisément qu'il y avait ce qui appartenait à l'art et ce qui n'y appartenait pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle, entre la fin du XVIIIe et la fin du XIXe? C'est la manière dont se brouille la frontière entre ce qui appartient à l'art et ce qui n'y appartient
n'appartient pas. C'est-à-dire que toute chose peut, en quelque sorte, entrer dans le domaine de l'art. Et c'est ce qui se passe aussi pour la littérature. C'est-à-dire que, disons, dans le système des beaux-arts, il y a des sentiments qui ne peuvent appartenir qu'à des gens distingués. Et puis, effectivement, le reste, c'est un petit peu, c'est les soubrettes, c'est les domestiques. Et puis, voilà, au 19e siècle, qu'est-ce qu'on voit apparaître, effectivement, avec, notamment, disons au fond, la manière dont le roman devient quelque chose de privilégié par rapport à l'ancienne hiérarchie qui mettait en haut la tragédie et puis l'épopée, quoi. La tragédie et l'épopée, malgré tout, tendent un petit peu à s'effacer dans cette forme nouvelle qui est le roman. Qu'est-ce que c'est que le roman ? Le roman, finalement, c'est le type de fiction où tout peut arriver. Pas simplement au sens de n'importe quelle catastrophe peut vous tomber dessus, non, au sens que n'importe quel type d'individu peut éprouver n'importe quel type de sentiment. Et ça, bien sûr, c'est l'effet Madame Bovary, quoi. C'est l'effet Madame Bovary, et effectivement, les premiers critiques bourgeois, les premiers critiques, disons, en tout cas, disons, qui représentent l'institution un petit peu, de la littérature, c'est frais. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, il y a plus de hiérarchie. Qu'est-ce que c'est que cet écrivain ? Tout est aussi important. Disons, tous les objets quotidiens sont importants. Tous les gens vulgaires sont importants. Dans le temps, la littérature, disons, avait son monde à elle. C'est-à-dire, il y avait, ça concernait que des gens distingués. Ce texte, effectivement, d'un critique réactionnaire sur Madame Bovary qui dit, c'est la démocratie en littérature. Dans le temps, disons, les gens distingués, ils voyaient le peuple juste à travers la fenêtre de leur palais ou la fenêtre de leur carrosse, et puis voilà, quoi. Et maintenant, tout ça déboule en quelque sorte sur le devant de la scène, et voilà, il y a cette femme du peuple, cette fille de agriculteur, qui décide comme ça de vivre une vie d'art, d'idéal, de passion, etc. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui a un rôle, je pense, très, très important. C'est-à-dire, c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est une démocratie, je veux dire, qui est celle de la littérature elle-même et pas celle de l'écrivain, quoi. Ce que j'ai toujours essayé de dire, c'est-à-dire que la question n'est pas celle des intentions démocratiques ou pas démocratiques des artistes, des écrivains. La question est ce qu'ils font, en quelque sorte, finalement. Et ce que fait Flaubert, qui n'a absolument rien d'un démocrate, effectivement, c'est tout d'un coup, en fond, l'équivalent de ce qui se passe un peu à la même époque avec l'Association internationale des travailleurs quelques années après, c'est-à-dire il y a des ouvriers qui décident qu'après tout ils peuvent s'occuper des affaires de la communauté. Et puis il y a une fille de paysan qui décide qu'après tout elle peut avoir les passions, les idéaux et les formes de vie des grandes dames, quoi. Et voilà, il y a quelque chose donc je crois qui est très très important, encore une fois justement qui est pas ce qu'on a un petit peu vu souvent, à savoir l'engagement de l'artiste comme ça qui se sert de personnage pour imposer des idées justement républicaines, démocratiques, socialistes et ainsi de suite. Alors c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par le fait que se crée en quelque sorte précisément à travers la littérature, éventuellement à travers un certain nombre de formes d'art. On peut penser au rôle qu'a eu le cinéma plus tard, par exemple, quoi. Se crée justement en quelque sorte, encore une fois, des mondes sensibles communs qui sont des mondes sensibles communs qui sont déhiérarchisés et qui participent, on peut dire, d'une sorte de déhiérarchisation globale de l'expérience. C'est très intéressant, cette lecture que vous en faites. Vous en faites une lecture proprement démocratique et on comprend bien à travers la visibilisation de nouvelles voix, de nouveaux personnages, là où d'autres ont voulu voir dans cette époque, plutôt d'ailleurs des lectures contemporaines, une forme d'aclistocratie de la littérature dans le sens où elle défendait une certaine forme d'autonomie de l'art, le style pour le style. Vous dites en d'autres termes que la littérature, pour vraiment comprendre cette discussion que nous avons entre l'esthétique, la politique, littérature, politique, c'est le déplacement du lieu même de la parole. C'est ça que ça apporte. C'est vraiment la parole de choses muettes qui prennent naissance dans l'œuvre littéraire. Oui, alors en même temps, la parole des choses muettes, ça peut vouloir dire des choses tout à fait assez différentes. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai développé dans un livre qui s'appelle La parole muette, ce thème qui est effectivement quelque chose de très, 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 très important, mais qui en même temps peut prendre des significations différentes, quoi. C'est-à-dire que la parole muette, en un sens, c'est la parole des muets. C'est-à-dire c'est la parole de ceux qui ne parlaient pas, quoi. Mais c'est aussi, effectivement, la parole des choses, la parole, de ce que disent,
ce que dit un territoire, ce que dit un paysage, ce que disent les murs d'une maison. On peut penser bien sûr à toutes les descriptions de Balzac, ou en quelque sorte là, il y a toute une histoire finalement qui peut se lire sur une muraille, qui peut se lire sur le décor d'une pièce, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a effectivement, c'est une chose très très importante, justement ce moment où on peut dire la littérature s'émancipe par rapport à la rhétorique, c'est-à-dire s'émancipe par rapport à la rhétorique, c'est-à-dire s'émancipe par rapport à l'idée qu'il y a en quelque sorte un locuteur autorisé qui va employer, disons, les formes également autorisées. Non, il y a tout d'un coup un moment on peut dire, d'émergence d'un tout-parle, un tout-parle et d'un tous-parle. Et au fond, quelquefois, ça peut être une espèce il peut y avoir une tension entre le tout-parle et le tous-parle, quoi. C'est-à-dire que, si on prend Les Misérables de Victor Hugo, il y a les révolutionnaires sur les barricades, quoi, qui déploient les grands thèmes de la rhétorique républicaine, quoi. Et puis, il y a les goûts, quoi. Il y a les goûts qui est en dessous, quoi, et qui charrient en quelque sorte, tout ce qui, en quelque sorte, tombe du monde de la domination, du monde de l'exploitation, et voilà, les goûts parlent à sa manière, quoi. Et au fond, la littérature est un peu une espèce de tension entre deux choses, quoi, entre effectivement ce tous et toutes, en l'occurrence, parlent, et puis cette idée d'une espèce de parole des choses. Et on voit bien justement comment il peut se créer une tension entre les deux. C'est ce que j'ai un peu analysé dans Les mots de l'histoire, autour de la manière dont Michelet raconte l'histoire de la Révolution française, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, il fait taire un peu les orateurs de village, puis il fait parler à sa place, à leur place, la terre, les moissons, l'été, les jeunes filles en fleurs, que sais-je encore. Et ça a été repris un petit peu justement souvent dans la révolution un petit peu de la science historienne, quoi. C'est-à-dire les historiens se sont mis à faire parler ce qu'ils appellent les témoins muets, quoi. Et éventuellement aussi au détriment, disons, des gens qui parlent effectivement, quoi. Est-ce que cette analyse que vous faites, en tout cas cette lecture que vous proposez d'abolition des frontières, de porosité en tout cas entre ces différents domaines, c'est aussi, ça permet de votre point de vue de répondre à cette question éthique de la littérature? Je pense vraiment à cette question de la honte, qu'on a pu résumer la honte de la littérature pour résumer cette idée sartrienne de qu'est-ce que la littérature dans un monde qui a faim. Est-ce que précisément c'est une proposition aussi de dépassement ou de réponse à cette question éthique finalement, de dire mais c'est une question politique, la littérature? Oui, non, bien sûr. C'est-à-dire que, comme on sait, les gens n'ont pas simplement faim de pain. Ça, c'est une vieille affaire que je ne vais pas traiter, disons, à partir de la référence religieuse, quoi. Mais c'est important. C'est-à-dire que les gens ont faim de vivre dans un autre type de monde, quoi. Alors, effectivement, il y a des gens qui prennent des airs très, très, très graves et qui vous disent les gens ont faim. Alors, vous n'avez pas fait faire toutes vos histoires un peu esthétiques, littéraires, élitistes, et ainsi de suite. On sait à quel point le concept d'élitisme peut fonctionner comme une espèce vraiment de police, quoi. De police de la littérature, de l'art, de la parole, ainsi de suite. Ah là là, c'est élitiste, regardez les gens qui ont faim. Mais oui, les gens qui ont faim, c'est aussi des gens qui, ils veulent plus précisément que avoir simplement la nourriture, quoi. Puisqu'on est sur la littérature et les mots, peut-être un mot pour finir, Jacques Rancière. Ce livre, vous le dédiez à Maurice Hollander, qui est un grand... Je trouve que c'est une manière pour nous peut-être de boucler aussi et d'ouvrir à autre chose ces discussions, puisque nous avons beaucoup parlé d'extrême droite au début. Nous terminons avec la littérature, les mots. Maurice Hollander, c'était un historien, un grand éditeur qui publiait le 13 juillet 93 un appel à la vigilance face à la banalisation des idées d'extrême droite. Une banalisation qui passait par les mots. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un mot. Oui, je veux dire un mot, disons en même temps, des choses un peu contradictoires, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, Maurice Hollander est quelqu'un qui a effectivement travaillé, on peut dire, oui, sur les discours qui fondent le racisme, tous ces discours qui fondent comme ça l'idée d'une séparation des races.
Et bon, et par ailleurs, bon, c'était un éditeur qui, disons, au fond, voulait dire, créer un certain espace qui était fondamentalement un espace, je dirais, un espace de liberté, quoi. C'est-à-dire que, bon, Maurice Hollander, n'a jamais corrigé, disons, une seule de mes phrases, y compris quand certains de ses collègues aux hautes études lui disaient que ça serait peut-être bien de le faire, quoi. C'est une chose. En même temps, je veux dire que quand Maurice Hollander m'a envoyé cet appel, quoi, je lui ai dit, moi, je l'ai pas signé. Je l'ai pas signé. Pourquoi ? Parce que, disons, je pensais, je dis, c'est bien effectivement de dénoncer les gens qui écrivent dans les revues d'extrême droite, tout ce qui effectivement, l'espèce de complaisance, etc. Mais le problème, c'est que, en faisant ça, je crois que j'ai lui écrit une lettre pour lui dire que c'est toujours un peu la même logique, c'est-à-dire que en faisant cette espèce de dénonciation d'un certain type, disons, de publication d'extrême droite, voilà, on risque de donner une espèce encore une fois, de brevet en quelque sorte. Précisément de lutte, disons, voilà, d'égalitarisme, de libéralisme, de démocratie, disons, à des gens et à des idées qui, finalement, on se rapproche lentement de l'extrême droite. C'est-à-dire que moi, ce grand retournement dont vous parlez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire toujours un peu la même logique, la même logique qu'au niveau politique, à savoir, au fond, il y a des gens il y a des gouvernements, il y a des hommes politiques, il y a aussi des intellectuels, en quelque sorte, qui se trouvent légitimés par l'administration de l'extrême droite et dont, en fait, ils dérivent eux-mêmes très, très lentement, très lentement vers les idées. Parce que ce qui est important, encore une fois, c'est pas... finalement, c'est pas... Bien sûr, pour les gens, il y a que ce qui compte, à savoir le poids électoral de l'extrême droite. Et pour moi, ce que j'ai toujours essayé de dire, le plus important, c'est pas leur poids électoral. Le plus important, c'est que pratiquement tout le monde, maintenant, tente à penser comme eux ou comme elles. Et bon, et ça, voilà, j'avais écrit il y a 25 ans un petit texte qui s'appelait « 7 règles pour le développement des idées racistes en France », quoi, qui était un peu sur ce thème-là, à savoir tout ce que vous faites pour dénoncer le racisme, en réalité, lui donne de la visibilité, lui donne de l'importance et le renforce, quoi. Bon, voilà. Alors, bon, ça pour dire un petit peu le différent que j'avais eu à l'époque avec Maurice Hollander. Bon, mais disons sur le fond, bien sûr, d'une amitié et d'une estime très, 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 très profonde pour le travail de Maurice Hollander, à la fois comme intellectuel et disons comme éditeur. Merci infiniment, Jacques Rancière, pour cet entretien riche et instructif. Merci à vous.